Ah oui, non, mais c'était drôle parce qu'effectivement, dans ce genre d'ambiance, c'est C'est pas... vrai que c'est plutôt les signes. L'heure il est 28. On va attendre encore une minute C'est bien. et puis on va démarrer. C'est pas mal. « 10h30. On démarre? Ça vous va? Soyons On y va? Ça fera venir les derniers. Voilà, parfait. Allez, prenez place et puis on va démarrer la conférence. Il reste quelques places devant, 4 ou 5. Bon, en tout cas, ça fait chaud au cœur de voir tous ces sourires ce matin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette table ronde sur la raison d'être et comment s'appuyer sur les ODD pour renforcer son impact. Et donc une conférence qui a été organisée et proposée par BL Evolution, cabinet de conseil pour la transition écologique que je dirige et qui a 4 métiers. Le conseil sur les démarches RSE, les sujets énergie-climat, les stratégies biodiversité, puis enfin l'accompagnement aux transformations de business model. Et atelier qui a été co-organisé par les soins d'Anaïs Segon, qui est consultante chez nous. Alors, quatre personnes, je vais dire qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter, qui nous ont fait le plaisir de venir partager leur point de vue sur ces sujets. Anne-Catherine Husson Traoré, donc toi tu es cofondatrice et dirigeante de Novétique depuis 2001. Et donc Novétique, média de référence de l'économie responsable et de la finance durable, et avec qui d'ailleurs nous avions publié l'année dernière une étude sur les ODD, comment est-ce que les entreprises et les investisseurs travaillaient ou pas ensemble sur cette question-là, et on a vu qu'il y avait quand même des progrès à faire. Avec nous également Laurence Monnoyer-Smith, donc actuellement conseillère environnement et climat du président du CNES, Centre national d'études spatiales. Et tu as également été commissaire général au développement durable de 2015 à 2019. Et tu as beaucoup travaillé sur la mise en œuvre des ODD en France et l'agenda 2030. Armel Perringuino, donc Sustainable Development Promotion chez Veolia, et donc Veolia qui est un des premiers acteurs à avoir défini sa raison d'être en lien avec ses parties prenantes internes et externes, qu'il avait publié dès l'adoption de la loi Pacte, et qui a aussi été une des premières entreprises à évaluer son impact sur les ODD. Et puis enfin, Hélène Valade, donc toi tu as été longtemps directrice RSE chez Suez, et puis tu as pris récemment la direction développement environnement de LVMH, leader mondial du luxe, et tu es également présidente de l'ORS, qui a l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, et qui a publié l'année dernière un guide sur la question de la raison d'être. Alors, quelques mots d'introduction pour présenter le sujet que l'on voulait traiter aujourd'hui. Bruno Le Maire le disait l'année dernière, les entreprises qui ne seront pas trouvées de raison d'être auront du mal à recruter et à convaincre leurs clients. Donc, c'était il y a maintenant 1 an, l'adoption de la loi Pacte qui propose aux entreprises d'adopter une raison d'être. Et on le voit aujourd'hui, c'est un sujet qui se développe dans le monde de l'entreprise. On a observé que 70% des entreprises du CAC 40 avaient défini leur raison d'être. Et elles expliquent ce choix-là par quatre grandes raisons. D'une part, obtenir une stratégie, une vision de long terme, donc de structurer finalement leur vision.
de travailler sur l'innovation et l'inspiration, donc d'embarquer finalement les innovations, les produits et services de demain, mobiliser et fédérer les équipes, et puis enfin aligner les produits et les services avec cette raison d'être. Et donc finalement, cette approche-là, elle nous fait poser une question qui est la question de l'impact, puisqu'on a depuis de nombreuses années parlé de RSE, et aujourd'hui on le voit bien, au-delà des déclarations, des prises d'engagement, on est quand même rentré dans l'ère de l'impact, comment on mesure, comment on justifie que on fait ce que l'on dit et que derrière les résultats sont au rendez-vous. Et d'ailleurs, on a repris une citation d'Anne-Catherine Husson-Traoré, donc dans Le Monde en 2019. Pour retrouver leur crédibilité environnementale, les entreprises doivent maintenant être capables de montrer que leurs activités ont plus d'impacts environnementaux positifs que négatifs. Donc on est bien dans cette logique finalement de mesure d'impact. Alors comment on fait pour mesurer cet impact? Quel peut être le référentiel? Maintenant, on considère que les objectifs de développement durable est vraiment un cadre dans lequel on peut projeter cette question de l'impact. Les ODD, comme ça a été rappelé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, donnent la vision mondiale des priorités au niveau international des principaux objectifs à atteindre en termes de développement durable. Bien sûr, le climat, la biodiversité, mais également la pauvreté, l'égalité entre les sexes, le travail décent. Et donc, on va retrouver finalement l'avis de l'ensemble des peuples de la planète sur les priorités à atteindre d'ici 2030. Et d'ailleurs, on le voit dans un baromètre que l'on publie tous les ans sur l'ensemble des entreprises du SBF 120. Aujourd'hui, plus de 80% utilisent les objectifs de développement durable dans leur DEU, et donc s'appuient dessus soit pour rappeler justement les objectifs universels auxquels elles répondent, dans lesquels elles s'inscrivent. Elles l'utilisent également comme grille d'analyse pour structurer leur stratégie de RSE, ou comme un référentiel commun pour développer le dialogue avec les parties prenantes. On imagine bien, les ODD sont un cadre mondial qui va être à la fois utilisé par les entreprises, mais également les collectivités territoriales, les ONG. C'est un cadre dans lequel peuvent s'inscrire les politiques publiques et faire le lien avec les citoyens. Et puis enfin, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, innover, revoir son business model, puisque évidemment, si on se rend compte que son activité n'est pas compatible avec l'atteinte des ODD, ça pose des questions stratégiques à la direction qui peut ensuite travailler sur une évolution du business model pour s'inscrire dans un modèle de durabilité. Alors finalement, après ces quelques mots d'introduction, on va essayer de voir avec des personnes en responsabilité, en entreprise, côté investisseur, côté secteur public, finalement, comment est-ce que ces sujets-là aujourd'hui sont travaillés ensemble, comment est-ce qu'ils font sens ensemble pour aller plus loin dans cette nouvelle ère de la RSE. Et alors, pour démarrer, je vous propose d'écouter Laurence, donc, qui pourrait nous dire pourquoi est-ce que finalement le CNES, qui vient de définir sa politique RSE, a décidé de s'appuyer sur les ODD pour faire ce travail-là. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Vraiment ravie de venir un petit peu vous parler de la manière dont je me suis prise en arrivant effectivement au CNES il y a à peu près un an, et où on m'avait confié une des tâches qu'on m'a confiées parmi d'autres, c'était d'essayer maintenant de mettre en place, en tout cas d'embrasser l'ensemble des sujets RSE, et même si ce n'était pas dit comme ça, en tout cas de réfléchir à la mise en place d'une stratégie RSE au sein de l'entreprise. Et ça m'est vite apparu comme étant une nécessité. Alors pourquoi s'appuyer sur les ODD? Moi, je vois plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, une stratégie RSE, elle doit embrasser tous les aspects du développement durable. Pour embrasser tous les aspects du développement durable, quoi de plus utile, en tout cas comme instrument, comme outil analytique, que ces 17 objectifs développement durable, sur lesquels par ailleurs j'avais vraiment beaucoup travaillé les années précédentes, et donc je connaissais leur utilité et le caractère extrêmement, la possibilité de l'utiliser à travers une grille qui se trouve très pertinente sur un plan purement analytique. Je ne vous cache pas que par ailleurs, en tant qu'entreprise publique, j'ai un peu usé, certains diront peut-être abusé, de l'argument que nous avons en France une feuille de route française pour la mise en œuvre des ODD. On a suffisamment travaillé dessus pour savoir qu'elle existe. Et j'ai insisté beaucoup auprès du COMEX, puisque je suis remontée
évidemment, je me suis fait appuyer directement par le COMEX. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité des contributions d'une entreprise publique à la mise en place de cette feuille de route et de notre contribution. L'avantage quand on est une entreprise publique, c'est qu'on peut toujours aller voir son président en disant « Bon, bah écoutez, je sais que c'est un peu gonflant, là, le zéro artificialisation nette, mais en même temps, hein, c'est un engagement de nos politiques publiques. » Donc tout le monde se gratte la tête, il dit « Ah oui, mince, elle a raison, il faut qu'on le fasse. » Donc c'est vrai que pour moi, ça a été un argument extrêmement intéressant. Au-delà de cet argument de la nécessité, en tant qu'entreprise publique, de contribuer, de prendre toute sa part dans l'ensemble des politiques publiques, donc ça va loin pour nous, hein, puisqu'on a aussi les circulaires état exemplaires. Je sais bien, elles sont un peu compliquées puisque je les avais rédigées à l'époque, bah oui, je cherchais à être un petit peu offensive. Donc maintenant, de l'autre côté de la barre, j'avais décidé que j'allais faire levier en disant, vous voyez, il y a l'État qui l'a dit, maintenant il faut le faire. Bon, tout ça étant assez de l'économie circulaire. Alors, cette capacité, en tout cas cette opérationnalité de l'outil des objectifs de développement durable se manifeste, en tout cas, a été particulièrement évidente pour nous au sein du CNES, puisque ça nous a permis, même s'il manque, il y a quelques trous dans la raquette, on le sait, au niveau des ODD, on ne parle pas beaucoup de recherche, et au CNES, c'était quand même un sujet, puisque nous, on est quand même aussi une entreprise qui fait beaucoup de recherche, même si on ne parle pas beaucoup de culture, ça c'est un peu moins notre sujet, mais on a quand même des problématiques de culture scientifique et technique. J'ai vite expliqué à l'ensemble de l'équipe projet que j'ai montée pour réaliser cette stratégie RSE qu'on pouvait tout à fait décliner l'ensemble des cibles et regarder à travers, construire notre analyse de matérialité en regardant pour chaque ODD, donc j'ai mis une personne au sein d'équipe projet, on était 17 donc, une personne pour faire une analyse très précise de l'ensemble des activités du CNES et de regarder la manière dont il contribue à l'atteinte de chacun de ces ODD. Donc vous avez là une grille d'analyse qui est extrêmement précise, que l'on peut utiliser à la fois pour atteindre les cibles de l'ONU, mais nous avons aussi à notre disposition les indicateurs de l'INSEE qui ont été constitués en même temps que la feuille de route française, et de regarder comment, sur chacun de ces ODD, eh bien, nous y contribuons, que ce soit à travers nos missions ou que ce soit à travers une analyse de notre propre empreinte, en particulier empreinte environnementale. Donc ça permet de rentrer dans une granularité extrêmement fine. L'autre point extrêmement intéressant de cette capacité, cette opérationnalité de cet outil analytique, c'est un élément sur lequel j'ai toujours beaucoup insisté, qui est l'analyse transversale et cette nécessité d'interrelation entre les différents ODD. Donc ça nous a permis aussi de regarder, d'éviter de rentrer en conflit, puisqu'il y a des conflits qui peuvent se créer pour l'atteinte des objectifs entre les ODD, mais en tout cas pour chaque responsable d'ODD de regarder quel est l'impact de leur action d'un ODD vers l'ensemble des autres ODD. Par exemple, de travailler très bien sur des sujets qui peuvent être assez complexes, en particulier sur la partie plutôt ressources humaines, de regarder comment certaines contraintes que l'on peut mettre ou certaines politiques, je ne vais pas dire contraintes, mais certaines transformations que l'on met en place au sein de l'entreprise, comment ça peut se répercuter sur l'ensemble des salariés. On a un très joli exemple que je voulais vous citer pour conclure, un exemple qui est celui de comment est-ce qu'on organise la transformation énergétique d'un établissement comme le nôtre. Hein. On lance des fusées, c'est pas exactement sans impact environnemental. Hein. On construit des pas de tir, donc évidemment on détruit des habitats, et nous avons donc une production énergétique qui est importante et qui constitue pratiquement 40% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous sommes sur cette trajectoire de diversification de notre mix énergétique, avec une volonté d'arriver à pratiquement 100% d'énergie renouvelable à l'horizon, on va dire 2030-2035. Pour pouvoir mettre ça en place, on s'est dit, l'intérêt, c'est d'impliquer les salariés, et en même temps que nous allons chercher un moyen pour impliquer les salariés, nous allons essayer de faire en sorte que cette implication se traduise, enfin en tout cas contribue à cette transformation énergétique. Et l'outil qu'on a trouvé, on est en train de le documenter, ce sera sans doute une première en France, c'est la possibilité pour les salariés d'investir leur épargne salariale directement dans les projets d'énergie renouvelable du CNES. C'est un sacré montage. Et le premier effet qui se coule, on va dire, de la mise en place de cette stratégie qui nécessite la création d'une filiale, ça a été de reprendre la composition de notre épargne salariale
Et là, j'ai poussé des hauts cris, ça n'avait pas été changé depuis plus de 15 ans, elle n'était pas verte du tout, c'est un euphémisme. Premier effet, nous verdissons totalement notre épargne salariale, mais totalement, c'est-à-dire qu'on a tout repris, l'ensemble des portefeuilles, et cette épargne salariale, on est en train de travailler un véhicule pour pouvoir l'investir dans les projets de cogénération biomasse, à partir de la biomasse, électricité et froid, qui vont être mis en place sur le site de Kourou en Guyane. Donc vous avez un exemple où vous voyez, en réfléchissant en fait des interrelations entre les différents ODD, cette grille analytique nous permet en plus d'imaginer des outils ou des vecteurs ou des outils de transformation auxquels on n'avait pas pensé jusqu'à maintenant. Donc un bel exemple finalement de traduction d'un agenda international en une opération très concrète dans l'ensemble des métiers et des services de l'entreprise. Très bien. Armelle, chez Veolia, donc il y a eu un travail de définition de la raison d'être et qui s'est beaucoup appuyé sur les ODD. Est-ce que vous pouvez peut-être partager l'expérience, qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que aussi la dimension de mesure d'impact a été intégrée dans ce travail-là ? Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis ravie aussi d'être là en présentiel et plus par écran interposé. Ça fait du bien. Donc, Veolia, nous, on a publié notre raison d'être il y a un peu plus d'1 an, en avril 2019. Et c'est vrai que cette raison d'être, c'est le fruit d'un travail de co-construction parce qu'on a vraiment consulté toutes nos parties prenantes, hein, que ce soit le management, le conseil d'administration, les salariés, évidemment des parties prenantes externes, des citoyens, des ONG. Et en fait, on a essayé d'avoir beaucoup d'échanges avec eux pour mieux comprendre, pour mieux élaborer ce texte. Donc ça a donné lieu à 13 versions avant de trouver un texte qui mette tout le monde d'accord. Donc c'est vraiment un travail qui s'est tenu sur 1 an et qui a permis d'avoir la collaboration de tous ces acteurs. Et l'objectif, c'était de mettre en mouvement ce que notre PDG appelle la vision élargie de l'entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a du sens et qui crée de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Et ce qu'il faut, en fait, c'est que cette raison d'être, elle fasse sens pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et que tout le monde s'y retrouve. Donc, c'est vrai que c'est quand même un challenge et c'est une manière différente aussi de voir les choses. On parlait tout à l'heure d'évaluation. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise ne soit plus évaluée uniquement sur sa performance économique et financière, qui sont les indicateurs traditionnels, mais qu'on prenne en considération sa performance environnementale, sa performance sociale, sa performance pour les clients, sa performance pour la société, et qu'on la prenne au même niveau, qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans la prise en compte de cette performance et également dans les arbitrages que va faire l'entreprise dans ses choix stratégiques. Ce qui est important derrière, c'est qu'on a élaboré un tableau de bord, donc tableau de bord de la performance plurielle, qui reprend ces 5 dimensions de performance, qui effectivement derrière s'articule avec des indicateurs pour pouvoir rendre compte annuellement d'une performance qui va être mesurée et qui va être vérifiée par un tiers indépendant. Ces indicateurs, on les a également connectés avec les ODD. On avait fait tout un travail il y a quelques années pour évaluer la contribution de Veolia aux ODD. On l'avait fait plutôt sous un angle business. On avait mis de côté un certain nombre d'objectifs, plutôt des objectifs. Je me souviens des discussions avec les RH qui trouvaient qu'on ne prenait pas assez en considération ces sujets-là. Donc on a aussi revu cette analyse-là. Et aujourd'hui, on a élaboré 18 indicateurs qui seront publiés chaque année et qui vont également être intégrés dans la rémunération de nos managers. Donc dans dans leur rémunération, on va vérifier aussi s'ils contribuent à ces niveaux de performance. Donc les ODD, ils ont complètement nourri la réflexion parce qu'ils nous ont donné un cap. Ils nous ont... D'ailleurs, ils ont été beaucoup amenés par nos parties prenantes, notamment externes, qui nous ont bien challengés, parce que c'est vrai que ce n'était pas forcément au départ la culture de notre management, notamment, mais ils nous ont aidés en nous disant, si vous définissez une raison d'être, il faut quand même fixer un cap, et quoi de mieux que les ODD qui donnent cet horizon-là. Quoi de mieux aussi que les ODD qui sont quand même la traduction, on l'a dit tout à l'heure, des enjeux mondiaux. Donc effectivement, c'est une évidence de s'inscrire dans ce cadre-là. Et là où c'est également intéressant pour une entreprise et pour une stratégie d'entreprise, c'est que les ODD, moi ce que je retiens vraiment de
les échanges qu'on a pu avoir sur les ODD, c'est la dimension de transformation qui est induite par les ODD. C'est vraiment une réflexion aussi à faire sur son modèle d'affaires pour une entreprise, de ne plus faire, on parle de business as usual, ben voilà, il faut voir autrement pour comment est-ce qu'on va aller, on va aller plus vite, on va aller avec plus d'impact. D'ailleurs, notre plan stratégique, il s'appelle Impact 2023, donc on est bien connecté dans cette logique-là. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de regarder les choses différemment et de les regarder aussi avec d'autres collaborations, de sortir aussi notre champ d'action traditionnel pour aller vers d'autres acteurs avec qui on peut aussi faire mieux, faire plus vite. Voilà, donc c'est toute cette dynamique-là qui a animé le travail de construction de la raison d'être, qui n'est pas juste un texte, qui est vraiment derrière une démarche avec un tableau de bord, avec des indicateurs et qui embarque l'ensemble de l'entreprise et de ses parties prenantes. Parfait, donc les ODD ont aidé à finalement questionner le business model et à se dire comment est-ce qu'on s'aligne vers ces enjeux mondiaux. C'est vrai qu'on dit souvent que la raison d'être, elle doit aussi, pour avoir du sens et être utile, avoir cette dimension transformatrice. Hélène Lors a publié justement un guide sur la raison d'être. Quel est, peut-être, si tu peux partager un peu ton point de vue sur ce sujet-là et comment est-ce que, aussi du point de vue de l'entreprise, une grande entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, LVMH, comment est-ce que finalement faire le lien entre ces questions de raison d'être et cet agenda des ODD? Merci Sylvain, merci de ton invitation et ravie d'être avec vous en vrai, si je puis dire, même si vous voir tous masqués là, c'est encore plus intriguant que d'habitude. Alors moi j'aime bien rappeler ce pourquoi on fait quelque chose. Au fond, cette question de la raison d'être, c'est quoi le sujet qu'il y a derrière ? Et je pense que c'est important de marteler sur pourquoi on se fatigue tous autant sur cette question de la raison d'être, qu'on soit d'ailleurs des acteurs privés ou des acteurs publics, parce que le sujet est de passer au fond d'une définition de ce à quoi on sert, centré sur soi, à une définition de ce à quoi on sert qui prend en compte l'ensemble du contexte dans lequel on est. Donc ça change radicalement tout. Alors pour un acteur privé, c'est voilà, la relation, elle était dans un triangle consommateur, salarié, produit, si je résume très schématiquement. Et là, on ajoute la dimension impact sur l'environnement et plus que ça, contribution au bien commun, à l'intérêt général. C'est ça le shift qui est dessiné par ce sujet de la raison d'être. Donc c'est quand même une direction qui est extrêmement intéressante parce qu'elle correspond aux attentes de l'ensemble des parties prenantes. Puis en même temps, quand on la redit comme ça, elle n'est pas facile à en mettre en œuvre parce que finalement, elle est assez révolutionnaire dans la définition de ce qu'est une entreprise. Bon. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui nous a intéressés à l'ORS. C'est au fond comment articuler ce sujet de la raison d'être avec la transformation de l'entreprise pour que celle-ci contribue à l'intérêt général. Et là, les ODD interviennent parce que les ODD, je peux dire un peu différemment que ce que tu as dit, Sylvain, mais ça le résume d'une autre façon, c'est un peu pour nous, alors, la cartographie des axes du bien commun. Voilà, ça rappelle, ça martèle en quoi une entreprise contribue à des enjeux de bien commun qui dépassent l'entreprise et pour autant qu'elle doit servir. C'est évidemment très tangible sur le climat. Quand on parle de trajectoire 2 degrés ou 1,5, c'est bien une trajectoire qui rassemble absolument l'ensemble des acteurs et qui, de facto, structurellement, invite l'entreprise à calculer son empreinte en contribution à cette trajectoire. Donc là, on voit bien, de manière très concrète, ce que ça veut dire que contribuer à l'intérêt général. Ça, c'est la première chose qui nous a beaucoup aidé, au fond, pour guider les entreprises membres de l'ORS dans la rédaction de leur raison d'être. La seconde chose qui est évidemment capitale, et je renchéris sur les propos de Laurence, c'est l'esprit des ODD qui sont, au fond, de mettre en avant quelque chose qui est aussi très compliqué, qui s'appelle l'écosystème, ou la transversalité, ou les liens, les interdépendances entre les sujets. Et quand on prend la peine d'analyser vraiment ça, finalement, ça rend les choses beaucoup plus faciles dans l'entreprise. C'est-à-dire de se rendre compte qu'entre un sujet de climat, un sujet de biodiversité, un sujet de ressources en eau, il y a des passerelles qui sont, enfin, vous le sentez bien intuitivement, mais qui sont absolument concrètes, réelles, etc. Alors, ça amène plus facilement
ce concept de transformation de l'entreprise de manière transversale et plutôt systémique. Problématique des transports. Alors là, si je fais un tout petit zoom sur LVMH, on a évidemment une problématique de transport pour acheminer nos produits. Donc air, puis on ne veut plus de l'avion, donc on va prendre du maritime. En même temps, sur le maritime, on a un sujet océan. Comment on fait pour régler tout ça? Voilà, en tout cas, pour aborder la problématique de manière complète et systémique. Ça, c'est ce qu'on a rédigé dans ce guide. Et puis en même temps, et je serais dans la langue de bois si je ne disais pas qu'en même temps, c'est très très compliqué de garder ces ODD comme boussole quand on écrit une raison d'être. Pourquoi c'est compliqué? Parce que derrière, et Veolia en a parlé, il y a la fameuse question des indicateurs. C'est-à-dire au fond, comment une raison d'être s'articule sur des engagements qui eux-mêmes sont rendus tangibles par des indicateurs qui eux-mêmes contribuent aux ODD. Et le chemin est un peu complexe, surtout lorsque l'on sait, pour les acteurs entreprises qui sont dans la salle, que par ailleurs, les agences de notation extra-financière nous interrogent sur des KPIs qui sont tous autant différents par les agents, enfin pour chacune des agences qui nous interrogent. Donc, on est plutôt alors en train de faire un appel, et j'espère que ma voisine de droite nous accompagnera là-dessus, pour une homogénéisation d'un certain nombre de choses, notamment de ces indicateurs de performance et de transformation de l'entreprise. Vous avez entendu parler de ce projet porté par la Commission européenne de faire émerger un cadre de référence un peu plus homogène pour un référentiel, en fait, qui serait un référentiel européen et qui permettrait aux entreprises de rendre compte de tous leurs efforts de manière assez homogène. Et je pense qu'on a besoin, autant les ODD représentent un langage commun, autant la manière de les mettre en œuvre devrait aussi s'appuyer sur quelque chose d'un peu plus homogène et d'un peu plus commun. Au-delà de ces difficultés, ça marche. C'est-à-dire, et Sylvain l'a rappelé, les entreprises se sont évidemment engagées de manière massive sur cette question de la raison d'être, avec ce qu'a rappelé Lors, la prudence qui consiste à dire ne tombons pas dans le slogan. Raison d'être, slogan, c'est franchement pas ça. Et je pense que les entreprises qui font ça se trouveront assez vite rattrapées par, comme on dit, par la patrouille. La difficulté, mais en même temps tout l'intérêt, c'est d'articuler cette raison d'être aux engagements et donc à la capacité de transformation et d'innovation de l'entreprise. Alors je finis sur LVMH puisque tu m'interroges dessus, Sylvain. LVMH, c'est 75 maisons et donc moi je salue un certain nombre de maisons qui ont pris ce chemin de la raison d'être. Il y en a une dans la salle, donc je lui rends encore plus hommage, qui est Guerlain, qui a publié sa raison d'être il y a maintenant 1 an et qui surtout l'articule sur des engagements extrêmement puissants. D'ailleurs, qu'il s'agisse de la biodiversité, vous connaissez tous l'ADN de Guerlain sur la biodiversité, notamment sur les abeilles. Donc, quoi faire, que mettre en œuvre pour accélérer un impact positif sur cette biodiversité et pas simplement de limiter des impacts négatifs. Et Guerlain, je le dis d'autant plus que je trouve ça extrêmement intéressant, s'est engagé aussi dans la voie de la transparence pour le consommateur. Et donc, et vous le verrez sur son site, publie quelque chose qui s'appelle BeRespect et qui donne tout ce qu'on peut savoir sur un produit que vous voulez acheter. Voilà, donc une transparence totale appliquée à un produit donné. Alors, donc moi, je suis là chez LVMH depuis peu de temps, donc je m'inspire de ces maisons qui ont pris ce chemin de la raison d'être pour faire quelque chose au niveau du groupe. Et mon premier réflexe, alors j'avais été bien seringuée par Sylvain avant, mais mon premier réflexe a été de matcher les engagements pris par LVMH depuis de nombreuses années avec les ODD pour voir où il y avait des petits trous dans la raquette et pour combler tout ça de manière à rendre robuste ce travail dans lequel nous nous sommes lancés. Dernier exemple que je ne peux que citer aussi parce que l'ADEME est maintenant membre de l'ORS et l'ADEME a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que l'ADEME publie tous les 3 ou 4 ans, je ne sais jamais, 5 ans, 4 ans Le COP, 5 ans. 5 ans, quelque chose qui s'appelle le COP, contrat d'objectifs et de performance, qui est en fait la feuille de route de l'ADEME. Et on se disait, l'ADEME, c'est quand même l'environnement, voilà.
Et du coup, quand on est acteur d'un sujet complètement, on ne pense pas toujours à des choses absolument évidentes, telles que les ODD. Et donc, on a été plusieurs acteurs, dont Laurence d'ailleurs, et Sylvain également, à dire à l'ADEME, moi je suis membre du conseil d'administration de l'ADEME, finalement, ça serait pas mal d'articuler tout ça. Et donc, vous le verrez, la COP de l'ADEME est parfaitement articulée avec les ODD de manière rigoureuse, c'est-à-dire il y a des objectifs, tout ça est tracé et bien fait. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail, mais ça marche. Merci Hélène pour ces exemples. Tu évoquais au milieu de ton intervention parfois la difficulté d'utiliser les ODD. Et Anne-Catherine, justement, en préparant cette table ronde, on s'est demandé si tu n'étais pas parfois sceptique sur la capacité à utiliser correctement les ODD, d'articuler les raisons d'être dans le cadre des travaux et des engagements des entreprises. Est-ce que peut-être tu peux partager ton point de vue et identifier les leviers ou les freins justement qu'il faut lever pour réussir? Alors, ce qui est important, et ça a été dit à peu près dans tous les témoignages, c'est que les ODD donnent un cap et surtout expliquent bien l'interconnexion entre les différentes dimensions du développement durable et que si on n'en n'adresse qu'une, finalement, on peut manquer toutes les autres parce qu'on n'a pas cette grille de lecture globale. Dans un monde idéal, tous les acteurs mobilisés sur le développement durable feraient du développement durable, comme ils vous l'ont souvent dit d'ailleurs, de façon tellement naturelle que forcément ils adressent ces 17 priorités, ils comprennent les interactions, etc. Bon. La réalité des choses, comme vous le savez sans doute tous, c'est que ça se passe pas comme ça. Et ce qui est sans doute pire, c'est qu'on a pendant longtemps, et le travail qu'on avait fait avec Sylvain le montrait bien, chacun, en fait, on n'a pas transformé Moi, mon grand truc à l'heure actuelle, c'est de dire il faut transformer nos structures mentales. Et les structures mentales, en particulier des dirigeants, quels qu'ils soient, parce que la façon dont ils raisonnent aujourd'hui est liée à des modèles qui sont assez incompatibles, en fait, avec l'atteinte des objectifs de développement durable. Et tout le travail de ces 3 personnes qui m'encadrent, c'est d'essayer, et elles le font avec talent et énergie, de transformer des entreprises qui, fondamentalement, sont structurées pour ne pas, ou pour être d'abord dans le frein à l'atteinte des objectifs de développement durable. J'ai coutume de dire les choses assez crûment, mais c'est ça la réalité. Là où je veux en venir, c'est que ce qui est intéressant dans le moment, on n'a pas du tout parlé du Covid et de la crise que nous traversons aujourd'hui, mais c'est en fait, et je peux en choquer certains, moi je pense que c'est une vraie opportunité en fait. C'est-à-dire que comme en gros le Covid est en train certes d'attaquer nos santé, mais surtout de montrer bien cette interconnexion. Le Covid est une zoonose qui est très clairement liée à la déforestation, qui est très clairement liée à la déforestation et le changement climatique créent un environnement où il est très possible que le Covid ne soit que la partie la plus avancée, mais on en a d'autres qui vont arriver, d'autres types de choses. Donc on est dans une transformation de nos sociétés, on a accepté une transformation de nos modes de vie pour des raisons sanitaires. Il serait logique d'aller jusqu'au bout et d'avoir une vision globale du fait qu'on est arrivé au bout d'un certain modèle dont les impacts négatifs sont très largement supérieurs aux impacts positifs. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est de voir ce qui se passe avec le Covid-19 et de façon globale. Ce n'est pas en France, c'est vraiment global. Là où je veux en venir sur la mesure d'impact, c'est que ce qui est très intéressant avec l'émergence des ODD qui a été... En fait, chasser le naturel, il revient au galop, je vais essayer d'être synthétique, c'est que depuis 2015, on a une obsession climatique qui est évidemment salutaire, qui est d'essayer d'atteindre la trajectoire de l'accord de Paris. Mais là où je dis chasser le naturel, il revient au galop, c'est qu'on s'est dit, bon, on va s'occuper du climat. Et donc, par exemple, dans le monde de l'investissement, ça donne, on va exclure le charbon. Ce qui est en soi plutôt positif et qui permet quand même d'invalider petit à petit le modèle de l'énergie charbon de façon de plus en plus globale, mais sauf qu'on adresse le charbon. Et en fait, on n'est pas dans une logique qui est en fait en train d'émerger, je vais y revenir avec la taxonomie et les objectifs de développement durable, qui est de se dire, on a un modèle énergétique global qui est bien lié à tout le reste, et c'est ça qu'apporte la grille des ODD, qui doit être effectivement remise en cause pour identifier mes risques et mes opportunités. Et la logique qui est en train d'émerger progressivement dans le monde de la finance durable, c'est de se dire, je dois analyser une entreprise, un actif, un projet, une infrastructure, à l'aune, et la grille des ODD le propose, qui est de dire quels sont ses impacts et quelle est la trajectoire dans laquelle ça se situe. Et effectivement, on prend la première photo qui est de dire, est-ce que rien n'a que des impacts positifs ou que des impacts négatifs? La question, c'est la balance, qui est un concept de droit public, qui est le bilan coût-avantage, on va dire.
d'une part, ça c'est la photo de départ, et puis effectivement, quelle est la trajectoire, et que si en gros, pour des raisons climatiques, on fait quelque chose qui peut apparaître très, très constructif, est-ce que finalement, je n'ai pas des impacts environnementaux ou sociaux qui sont plus négatifs? Et donc, c'est vraiment cette espèce de vision globale sur la façon dont on peut aujourd'hui regarder des modèles économiques et donc construire une autre façon de comprendre quel est globalement le bilan qu'apporte tel ou tel modèle. Aujourd'hui, et ce qui est intéressant, c'est la façon dont la taxonomie européenne, donc qui est une réglementation qui va être en vigueur dès l'année prochaine, définit pour l'Europe un certain nombre de critères sur ce que sont des éco-activités et a un concept qui est en train d'essaimer, qui est l'idée de dire, bon, ça c'est très bien, mais il faut que ce soit vraiment, alors je ne sais pas très bien le traduire en français, mais c'est do not harm. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, si quelque chose a l'air très bien, mais qu'en fait, il y a des dommages collatéraux, en gros, qui sont... on doit favoriser des éco-activités qui n'ont pas de dommages collatéraux. Et donc cette approche d'écosystème, ce qu'évoquait Hélène ou Laurence, de pensée globale et de se dire, est-ce qu'effectivement, on a l'air de faire bien, mais que finalement, on évalue aussi nos dommages collatéraux, c'est ça qui se met en place au niveau européen sur la réglementation de la finance durable qui concerne aussi les entreprises. Et c'est une logique, évidemment, que portent les objectifs de développement durable. Là où on a un chaînon manquant, mais qui est en train, là aussi, de bouger, c'est donc la notation ESG. On a eu des échanges régulièrement avec Hélène là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, en gros, alors pour faire super schématique, on sort petit à petit de 20 ans de notation ESG qui est, alors toujours en français, backward-looking, c'est-à-dire qu'on a de la donnée qui, au mieux, date de l'année dernière et qui prend une photo prise par l'entreprise elle-même qui, en général, choisit le périmètre, qui choisit un certain nombre de choses pour apparaître le plus joli possible. Mais j'allais dire, une entreprise, elle est programmée pour ça. Elle doit être le plus joli possible, le plus formidable, le plus « we are the leader of the world », etc. Et donc, du coup, on a un biais effectivement énorme qui fait qu'on a de la donnée ESG. Mais est-ce que cette donnée ESG est pertinente au regard de ce qu'on essaie d'avoir aujourd'hui? C'est-à-dire de dire, est-ce que finalement, quelle est la trajectoire, quel est l'impact et dans quel écosystème ça se situe? Là, on a vraiment une autre type d'évaluation qui est en train d'émerger avec d'autres types d'acteurs. Ça existe aujourd'hui sur le climat. Globalement, on a des trajectoires climat, on a les Science-Based Targets, le Transition Pathway Initiative, l'ADEME qui travaille sur une méthodologie qui s'appelle ACT. Pour une vision plus globale des ODD, on a le travail des spécialistes, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à instaurer et à construire. Et je finirai juste là-dessus. Les investisseurs peuvent jouer un rôle clé et toute la montée de ce qu'on appelle l'investissement à impact est extrêmement important, sauf qu'eux aussi, ils chassent le naturel, c'est-à-dire qu'ils, par exemple, ils ont pris dans les ODD, ceux qui font du reporting d'impact avec les ODD, ils ont choisi, ils en prennent 3-4. Donc en général, ceux où ils agissent déjà, le changement climatique, souvent tout ce qui est immobilier durable, Smart City potentiellement, et du coup, ils reconstruisent ce côté silo. Et un des derniers points, j'évoquais avec un assureur hier, le fait que, par exemple, le Covid n'était pas dans leur modèle, pour une raison assez simple, c'est qu'une épidémie, c'est dans la santé. Donc, ils avaient modélisé potentiellement les épidémies dans la santé. Mais l'idée qu'une épidémie peut avoir des impacts collatéraux énormes n'était pas dans leur modèle. Et c'est ça le point le plus important que nous apportent les ODD, c'est qu'il faut repenser nos modèles d'analyse de risque, et évidemment nos modèles d'analyse de bénéfices. Et ça, c'est cette révolution-là. Je fais partie des gens qui espèrent que nous sortirons plus forts de cette maladie parce que nous aurons appris ça. Donc, de la transversalité, c'est peut-être le mot que l'on pourra retenir. Alors, il nous reste 1 minute 30 par personne pour dire un petit mot de conclusion et si possible répondre à la question qu'on avait préparée. Je vous laisse choisir. Laurence, on voulait parler éventuellement justement de cette dynamique enclenchée par la RSE et les ODD qui va peut-être aboutir sur la question de la raison d'être. Est-ce que du coup, en 1 minute 25, tu peux nous donner ton point de vue là-dessus? Au secours. Alors très rapidement, effectivement, nous on a pris les choses dans cet ordre-là, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'il fallait d'abord faire monter
faire monter un petit peu tout le monde en compétences et travailler de manière très transversale avec l'ensemble des métiers qui sont très différents dans l'entreprise pour une action, une feuille de route, puisque nous, on a fait aussi un tableau de bord de mise en œuvre, en fait, de cette RSE avec à partir de l'analyse de matérialité, je vous ai expliqué tout à l'heure, et qu'il fallait qu'on ait cette réflexion très transversale qui pose plein de questions, hein, surtout dans les domaines dans lesquels tu l'évoquais tout à l'heure, mais nous, on travaille à un niveau européen et évidemment, le travail au niveau européen, c'est extrêmement consommateur en déplacement et on ne va pas me dire, mais attends, t'es gentil, je ne peux pas dire qu'on arrête de faire les moteurs au Portugal ou en Italie, tout ça parce que j'ai des camions qui circulent et qu'il faut qu'on arrête d'aller en Guyane parce qu'en fait, c'est une décision de l'État français. Donc, on a effectivement à travailler très en profondeur, de manière transversale et de se dire, une fois qu'on a eu comme ça déterminé nos grands axes, nos 5 grands axes, mais nous, on contribue à tous les ODD, hein, moi, j'ai dit partout, on est partout, sauf peut-être la fin dans le monde, c'est un peu plus compliqué, mais à part ça, on est absolument partout. Et à partir de là, de construire notre raison d'être, ce qu'on va faire vraiment dans un deuxième temps, parce que je trouvais qu'on était extrêmement technique et on n'était pas du tout en chemin d'une capacité d'élaboration de la raison d'être. Ce que nous a permis en fait de faire cette stratégie RSE à partir des ODD avec tous ces entretiens, on avait plus de 80 entretiens avec nos parties prenantes, ce qui nous permet aussi d'avoir ce premier étage de réflexivité globale pour pouvoir ensuite travailler à notre raison d'être. Parfait, impeccable timing, bravo. Anne-Catherine, même exercice. Parle vite, hein, mais... Même exercice. Alors du coup, peut-être rebondir, comment on fait concrètement, utiliser les ODD pour repenser son cœur de métier, ses produits et ses services, quel lien, que peuvent faire les investisseurs peut-être pour mettre un coup d'accélérateur sur cette approche-là? Alors, ce qui est clair, et on publie jeudi des chiffres sur les fonds durables français, on voit vraiment émerger ce qu'on appelle des fonds à impact qui se servent des ODD comme des indicateurs d'impact. Donc là, est en train de s'élaborer des métriques qu'il faut suivre attentivement, puisque c'est là aussi une façon très concrète et tangible de rendre compte de démarches d'investissement responsables et dans un monde financier qui est souvent très abstrait. Donc l'intérêt principal des ODD, c'est de ramener des éléments très concrets, très tangibles dans une économie qui reste très décorrélée justement de ces objectifs. D'accord, donc on lira avec attention. Armelle, du coup, faire le lien avec la crise. La raison d'être, elle avait été définie avant. Comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui au travers de la crise? Est-ce que ça se maintient ou pas? C'est tout ce travail qui a été fait sur la raison d'être? C'est vrai que la crise qu'on vit, là, c'est vraiment le test. Et je pense que quand on a défini la raison d'être, on était sincère et que effectivement, la raison d'être, elle était un peu à l'épreuve du temps. Elle était posée pour durer quand même de longues années, d'être vraiment une boussole. Et que si on commence à baisser les bras dès la première crise, c'est qu'on n'était pas sincère, on n'était pas dans une démarche et on ne voulait pas aller jusqu'au bout. Donc évidemment que la crise, elle va faire que renforcer les attentes qu'on va avoir, que ce soit les citoyens, les ONG qui vont être beaucoup plus vigilants aussi, notamment vis-à-vis de ce qu'on appelait le purpose washing. Donc ils vont regarder aussi est-ce que l'entreprise elle est vraiment sincère. Et moi je crois que la crise ça peut être vraiment un levier justement pour je disais tout à l'heure l'opportunité de revoir le modèle d'affaires. C'est clairement ça aujourd'hui. Il y a quelques mois on avait on avait signé la lettre que EPE avait une tribune qui était passée dans Le Monde, portée par EPE et qui avait été signée par 90 entreprises et qui demandait au gouvernement français de mettre l'environnement au cœur des plans de relance. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui, la priorité, certes, il faut relancer l'économie, mais on va le faire différemment et on doit le faire différemment. Et l'entreprise, elle doit s'interroger sur comment elle va faire. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la raison d'être, elle est là plus que jamais, c'est vraiment notre cap, c'est ce qui donne aussi le sens. Et un dernier exemple, mais quand on l'a lancé dans toutes les consultations qu'on a fait auprès des salariés, on a vu combien cette notion d'engagement, elle était fondamentale aussi pour les salariés. Et je crois que si on n'en tient pas compte aujourd'hui, on aurait vraiment chez Veolia une très grande démotivation de nos équipes qui se sont reconnues dans ce projet qui a du sens et qui traduit aussi ce qu'ils font au quotidien. Oui, c'est vrai. Et on verra du coup, peut-être Hélène, sur ce sujet-là aussi, à traverser la crise. Est-ce que finalement la raison d'être, les ODD, ça permet de maintenir la barre quand on est au milieu de la tempête?
Alors là, je pourrais en parler pendant longtemps, parce que l'analyse des risques avant le Covid, hein, on avait tous bien analysé nos risques. Le problème, c'est qu'on ne croit pas en nos risques. Bon, donc ça, c'est une autre question. On fera une table ronde l'année prochaine. Oui, absolument. Ça, c'est extrêmement intéressant. Non, sur la crise, je suis d'accord avec ce qui a été dit préalablement. C'est-à-dire que c'est non seulement un test de crédibilité des entreprises qui s'étaient déjà engagées dans cette démarche de raison d'être, et c'est surtout un accélérateur aussi pour toutes les autres. Parce que là, ce qui s'est passé, Catherine a très bien décrit tout à l'heure, c'est que pour le coup, la sensibilisation, la prise de conscience des interdépendances entre tous ces sujets et de cet enjeu crucial autour de environnement, biodiversité, climat, il est complètement installé chez vos consommateurs, chez vos salariés, chez tout le monde. Donc les entreprises ou les organismes qui ne se mettent pas dans cette direction-là, à mon avis, vont avoir du mal à progresser. Et l'idée, c'est d'être dans de l'innovation pour renouveler le modèle économique. C'est bien ça le sujet. Donc moi, j'ai juste 2 choses là-dessus à vous dire. La première, c'est que plus ça va aller, plus on va être tous face à des controverses. C'est-à-dire quand on fait bien un truc, ça a des impacts négatifs sur l'autre. Comment fait-on pour réconcilier tout ça ? On a créé alors, c'est un observatoire des controverses qui permet de tout mettre sur la table et de voir comment on peut dépasser le sujet. Et c'est vraiment super intéressant et ça aide tout le monde, même sur un plan psychologique, parce que je peux parler de mes problèmes. Et puis, deuxième chose, le temps d'après, ça va être quand même d'avoir le courage de faire bouger le cadre immuable de la comptabilité. Bon, et donc nous sommes aussi, parce qu'à l'ORS on est un peu audacieux, sur le sujet de la comptabilité environnementale, la vraie, hein, celle de Jacques Richard, et on s'appuie sur la chaire AgroParisTech. Et LVMH est d'ailleurs en train de tester dans une maison en Champagne un modèle CARE pour voir comment on peut faire, et on se fera une joie de partager ces résultats d'expérimentation, évidemment, avec vous. Parfait, donc on pourra peut-être retenir sur ce sujet de la raison d'être des ODD et de l'impact, c'est que finalement il y a un besoin de transversalité pour avoir de la crédibilité dans ce que l'on fait, s'assurer de ne pas avoir des dommages collatéraux finalement, et puis l'action de la raison d'être et de l'impact qui donne aussi du sens et qui permet de se rappeler pourquoi est-ce que l'entreprise existe, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle partage ou donne ou rend comme service à la société, et donc de parfois traverser les crises que l'on sait de plus en plus régulières, qu'elles soient financières, climatiques, de biodiversité, sociale ou de santé. Je crois qu'on a à peu près épuisé tous les types de crises sur les 20 dernières années, donc on peut peut-être espérer que ce renouvellement de l'avion... Oui, on aura sûrement des innovations aussi dans ce sujet-là. Mais en tout cas, peut-être que c'est des nouveaux outils, des nouvelles boussoles pour que les entreprises se réancrent dans la société et contribuent à avoir un impact positif. Merci pour votre écoute. Merci encore pour vos interventions. À toutes les 4. Et au plaisir de se retrouver sur le salon. Un peu de vivant. Bien sûr. Je vais ranger près de mon Voilà. C'est que je l'ai retrouvé. C'est vrai. Ouais. Mais il va falloir qu'on progresse là-dessus. C'est pas notre métier, mais donc ça m'intéresse vraiment que tu expliques la démarche. D'accord ? Ouais. Oui, alors.